Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Nous arrivons au site rep numéro 149. Nous sommes le 20 juillet. Il y a 50 ans, enfin soi-disant, il y a des gens qui sont allés sur la Lune, qui ont posé le pied sur la Lune. Bon, c'était il y a 50 ans, jour pour jour. Concernant par contre le bilan de la semaine dans le Donbass, sur le front, c'est pas joyeux. C'est moins mauvais, mais c'est vraiment mauvais quand même. C'est mauvais quand même quand on regarde surtout le bilan humain, entre autres pour les civils, puisque du 13 au 19 juillet 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 110 reprises, donc on est à moins que la semaine passée. Enfin, ils ont quand même tiré 10 obus d'artillerie de 152 mm, 24 obus d'artillerie de 122, 3 obus de chars d'assaut, 651 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc on est à moins que la semaine passée, mais enfin c'est quand même pas... Et puis si on rajoute toutes les munitions d'un calibre inférieur, on arrive quand même à un total de 1344 munitions. Donc là aussi on est à moins que la semaine passée. Mais enfin, c'est toujours pas super. Faut rajouter les 18 violations et 133 munitions, dont 6 obus d'artillerie de 152 mm, 4 obus d'artillerie de 122, 14 obus de chars d'assaut et 88 obus de mortier de 120 et 82 mm tirés par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures. Sur l'ensemble de la semaine, je crois qu'il y a eu qu'un jour où la proportion de munitions de gros calibre est passée en dessous de la moitié, quoi, tu vois, des munitions tirées. Le reste de la semaine, c'était entre la moitié et les 2/3, quoi, pour pas dire les 3/4. Donc, il y a une augmentation significative des munitions de gros calibre depuis quelques temps. Disons que la proportion, en fait, c'est la proportion qui augmente, c'est-à-dire il y a moins de munitions au total, mais si on regarde en pourcentage, le pourcentage de munitions de gros calibre, lui, il est devenu énorme, quoi. C'est-à-dire que, comme je disais, avant, c'était à peu près maximum 25% des munitions. Maintenant, comme je dis, on se retrouve à peu près là sur la semaine avec une moyenne à peu près aux 2/3, quoi, entre moitié et 2/3. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Regardez, dernière 24 heures, 133 munitions. Vous ajoutez les 88 obus de mortier, les 14 obus de chars d'assaut, les 4 obus de 122 mm et les 6 obus de 152, vous vous rendez compte qu'on est à plus de 100 munitions sur les 133 qui sont du gros calibre. Bon, voilà, je vais se faire les calculs, la proportion, c'est pas 25%, quoi. C'est plutôt 75%, pour pas dire plus. Et donc, le bilan forcément est à l'avenant, puisque les tirs de cette semaine ont tué un soldat de RPD et une civile, une vieille femme, je vais revenir dessus après, ont blessé 4 soldats et 3 civils. Donc, comme je disais, le bilan humain, c'est quand même pas terrible, quoi. Je veux dire, oui, on a une baisse du nombre de munitions, mais enfin, on a de nouveau un mort parmi les civils, on a quand même 3 blessés, et parmi les soldats, on a un mort et 4 blessés, quoi. Au niveau habitation, c'est pas mieux, puisqu'on a quand même 35 habitations qui ont été endommagées cette semaine, plus 5 durant les dernières 24 heures. En plus des habitations, un certain nombre d'infrastructures civiles ont aussi été touchées, entre autres 2 écoles maternelles, je vais y revenir aussi, à Donetsk, la raffinerie de Dokuchaïevsk, la station d'épuration de Donetsk, plusieurs lignes électriques qui ont été coupées. Bon, comme on peut voir, enfin, même s'ils tirent moins et moins de munitions, le résultat, c'est quand même pas folichon. Non. C'est quand même pas folichon, en sachant que cette nuit, donc à minuit, le 21 à minuit, donc ce sera cette nuit. Va entrer en vigueur le nouveau cessez-le-feu perpétuel renforcé, puisque c'est lors des dernières négociations à Minsk, ils ont enfin réussi à pousser Kiev à adopter ces fameuses mesures de contrôle additionnel du cessez-le-feu qui étaient demandées depuis une éternité. Mais bon, moi quand je vois le bilan actuel, je suis pas très optimiste. Oui, tu m'étonnes. Je pense que ça va être encore un pétard mouillé, cette histoire. Voilà. Au niveau détection des armes lourdes, de nouveau cette semaine, l'OSCE n'a pas pu faire son travail d'inspection de la zone près de la ligne de contact, parce que, comme d'habitude, l'armée ukrainienne continue de brouiller les signaux des drones de l'OSCE. On montrera une petite carte qui montre les endroits où la RPD a détecté des signaux de brouillage qui ont empêché les drones de l'OSCE de voler et de faire leur travail. Plusieurs ont dû se poser de nouveau en urgence pour éviter de se cracher au sol. Merci aux observateurs de l'OSCE de sauvegarder le pognon
des contribuables européens. Ouais. Bah, en tout cas, si on avait besoin de preuves que quelque chose est à cacher de la part de l'armée ukrainienne, je veux dire, il ne ferait pas ça, hein. Il ne ferait Voilà. pas ça, c'est clair. Donc il y a Voilà. un truc pourri qui se Ah oui, prépare. oui, d'ailleurs, il y a un des conseillers de Zelensky qui a sorti que si nécessaire pour faire face à une offensive de la part des milices populaires, l'armée ukrainienne serait prête elle-même à mener une offensive, etc. Donc, je veux dire, on n'est pas du tout dans un discours d'apaisement, ouais. D'apaisement. Enfin, c'est vraiment. Et puis, j'ai pas le bilan complet des pertes de l'armée ukrainienne pour la semaine. On a quand même deux, trois petits chiffres. On a appris qu'un camion qui transportait 3 soldats du bataillon Haïdar, donc bataillon ukrainien néo-nazi, ceux qui ne le sauraient pas, ils ont roulé sur une mine à Konstantinovka, donc au nord de Gorlovka. 2 soldats sont morts sur le coup et un a été blessé et dans un état critique à l'hôpital. Dans le même temps, une escarmouche a été signalée entre les troupes de la 35e brigade des forces armées ukrainiennes et l'armée ukrainienne de volontaires, donc de nouveau bataillon de bras tendus là. Devant un café à Kamienka, un des néo-nazis a été blessé et serait mort plus tard des suites de ses blessures. Voilà. Donc ils ont quelques pertes hors combat encore aussi, des désertions, c'est l'état de l'armée ukrainienne. Si vous voulez vraiment lancer une offensive, les mecs, c'est un peu mal barré. Parce que bon, à part pour tirer sur des civils, des mosquées, des jardins pour enfants. Il y a les Zabrodsky, c'est-à-dire des commandos suicidaires qui essayent de traverser les champs de mines. Bon. En tout cas, le 18 juillet 2019, l'armée ukrainienne a tiré depuis ses positions situées à Pesky sur le quartier d'Oktyabrsky à Donetsk à coups de mortier de 120-82 mm. Plusieurs obus ont atterri donc, sur le territoire des maternelles numéro 229 et 269 et un autre a mortellement blessé une civile dans la rue Makarenko. Donc, comme je disais, malgré toutes les jolies déclarations faites suite à la dernière négociation à Minsk sur l'instauration d'un nouveau cessez-le-feu renforcé et perpétuel dès le 21 juillet, pour l'instant, sur le terrain, on n'en voit toujours pas la couleur. Surtout les civils. Puisque donc le 18 juillet à 17h25, l'armée ukrainienne a commencé à tirer sur le quartier d'Oktyabrsky à coups de mortier de 120-82 mm, mais aussi de lance-grenades et d'armes légères. Certains des obus de mortier, en fait, ont atterri dans la rue Makarenko, à plusieurs kilomètres de la ligne de front. On montrera une petite carte qui montre la distance entre les deux. C'est quoi la justification ? Encore une fois, parce que c'est évidemment pas la première fois que ça arrive. Non, donc, mais voilà, je veux dire, les habitations touchées et les maternelles, c'est des petits points rouges sur la carte, sont à plusieurs kilomètres de la ligne de front. À plusieurs kilomètres en arrière des positions de l'armée de l'RPD. Donc expliquez-moi, c'est quoi la justification de tirer sur ces endroits-là ? Parce qu'il n'y a pas d'armement à cet endroit-là, il n'y a pas de soldats. Il n'y a pas de soldats. Je veux dire, il faut arrêter les conneries. Ça a été confirmé. Un monsieur qui habite dans cette rue-là, qui est un des voisins de la dame qui a été touchée, il a parlé aux gens de l'OSCE qui étaient avec les représentants de l'RPD au sein du CCCC. Il a dit clairement, il n'y a pas d'équipement militaire ici. Il n'y a pas de pièces d'armement, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de tranchées. Il n'y a rien qui justifie. Rien. Donc deux de ces obus de mortier ont atterri dans cette rue-là, la rue Makarenko. L'un d'eux a frappé le bord du toit d'une maison, on montrera la photo. La femme qui y habite, une civile âgée de 68 ans, se tenait dehors, devant sa maison. Et les éclats projetés par l'obus de mortier qui a frappé sa maison l'ont grièvement blessée. Elle a reçu des blessures pénétrantes à l'abdomen, au bras, à la jambe gauche, ainsi qu'un choc traumatique. Elle a été emmenée à l'hôpital. Et elle est décédée des suites de ses blessures là-bas, quelques heures plus tard. Le deuxième obus lui a transpercé le toit d'un de ses voisins, celui qui a témoigné. On montrera là aussi une jolie petite photo. Sur l'obus, il a fait un beau trou quand même. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir le reportage vidéo fait par le CCCC. C'est édifiant. Ces gens-là ont eu de la chance parce que donc le truc a transpercé le toit et il y a un morceau qui a atterri dans leur chambre à coucher. Oui.
juste à côté du lit. Voilà, ils ont eu de la chance. 50 cm de plus, ça tombait dans le plumard. Donc, Oui, et là, la nuit, c'est la mort assurée. Voilà. Donc, déjà une civile morte, 2 maisons endommagées, mais ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi. Alors, ils se sont mis aussi à tirer sur 2 écoles maternelles, qui sont un peu plus loin, dans le même quartier, endommageant les fenêtres et les façades des 2 écoles. Heureusement, il n'y avait pas d'enfants à l'intérieur à cette heure-là. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le joli bain de sang que ça aurait donné? Hélas, statistiquement, ils vont finir par faire un carnage, parce que... Ils en ont déjà fait quelques-uns en 2014. Je rappelle le petit Kirill qu'on avait aidé en 2016 pour acheter ses fournitures scolaires. C'est quand même un des survivants du bombardement d'un terrain de foot où les enfants jouaient. Oui. Il a eu il y a eu un de ses amis qui est mort sous ses yeux, quoi. Je veux dire, voilà, bon. Là, heureusement, il n'y a eu que des fenêtres et des façades qui ont souffert, mais enfin, quand même, je veux dire, 2 écoles maternelles, c'est de nouveau, quoi, l'excuse, parce qu'elles sont là depuis avant la guerre. Donc, je veux dire, les Ukrainiens savent très bien ce qu'il y a à cet endroit-là. C'est-à-dire que, côté néo-nazi, les écoles, ils les occupent pour en faire des QG, donc... voilà, forcément, donc ils doivent se dire qu'on fait pareil, sauf que c'est pas le cas. En tout cas, la mort de cette civile et les 2 écoles maternelles touchées montrent que Zelensky est incapable ou n'a pas la volonté de ramener la paix dans le Donbass. C'est ce qu'a déclaré le chef de la RPD, Denis Pouchiline, qui a quand même dit que là, frapper 2 écoles maternelles quand même, et puis tuer une pauvre civile, ça quand même c'est un petit peu dubitatif. Il a dit: que pensons-nous de telles actions des unités militaires ukrainiennes? À la suite des initiatives de paix du président Zelensky, a-t-il répondu à nos appels à s'asseoir à la table des négociations? Il dit: malheureusement, les événements actuels confirment une fois de plus l'incapacité du nouveau président ukrainien d'assurer la paix. Zelensky n'est pas en mesure de contrôler l'armée ukrainienne, ou bien il suit délibérément la voie de la terreur contre les habitants du Donbass. Il dit que malgré le lancement de l'action pacifique, choix du Donbass par les habitants des 2 républiques et les accords conclus à Minsk sur ce cessez-le-feu illimité, il dit: nous continuons à être bombardés, ce qui entraîne la mort de personnes. Il dit: un tel comportement nous incite à nous interroger sur la possibilité de mettre en œuvre l'accord de trêve à partir du 21 juillet. Nous appelons le gouvernement ukrainien et la communauté internationale à mettre un terme au massacre des habitants du Donbass. Bon, moi, clairement, en tout cas, à la veille de la mise en œuvre de ces nouveaux moyens de contrôle du cessez-le-feu et de la nouvelle trêve, moi, quand je vois le bilan humain de la semaine et puis les cibles choisies par l'armée ukrainienne de manière délibérée, je ne m'attends pas à une grande amélioration de la situation après le 21. Oui, c'est clair. Si j'ai tort, tant mieux. Mais pour l'instant, je ne vois rien qui m'incite à l'optimisme. En tout cas, cette semaine avait lieu malheureusement l'anniversaire de la catastrophe du MH17, donc le 17 juillet. La République populaire de Donetsk a organisé comme chaque année à Grabovo une cérémonie en mémoire des 298 victimes du crash, 50 jours après la catastrophe. Donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire que le 17 juillet 2014, le vol MH17 de la Malaysia Airlines reliant Amsterdam à Kuala Lumpur s'est écrasé entre Petropavlovka et Grabovo à l'est de Donetsk. Très vite, il était visible qu'il ne s'agissait pas d'un accident, mais que l'avion avait été abattu en plein vol. Les restes de la carlingue brûlaient encore au sol, que l'Ukraine et les pays occidentaux ont accusé la Russie et la milice populaire de la RPD d'être responsables sans l'ombre d'une preuve tangible. Qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs. Oui, parce que après 5 ans d'enquête, la qualité des preuves apportées par le DSB puis le JIT, ça laisse quand même assez dubitatif quant à la culpabilité des suspects désignés au mois de juin 2019, dont on avait parlé. Parce que entre les vidéos et les photos trafiquées, les bandes audio, etc. D'ailleurs, la bande audio, donc le documentaire des journalistes avec qui j'ai travaillé pendant 10 jours, Max van der Werf et Yana Yerlachova, est sorti en anglais. Je suis en train de faire les sous-titres en français, donc un peu de patience, il va arriver. Et dedans est montré le résultat d'une étude audio des premières bandes d'enregistrement téléphonique qui avait été sorties par le SBU peu de temps après le crash en 2014.
qui ont été faites par un expert malaisien qui est habilité devant les cours de justice malaisiennes, donc c'est pas Joe le balayeur, quoi. Hein. Et le gars a fourni un rapport d'expertise complet qui est disponible sur Dropbox, qui montre clairement que ces bandes ont été trafiquées. Voilà. Bon, à partir de là, déjà que la crédibilité du SBU après le pseudo-meurtre de Babchenko, ça valait pas grand-chose, mais là, on a confirmation que c'est trafiqué. Donc voilà, il n'y a même pas de question à se poser. Donc quand je vois ça et qu'il s'assoit complètement sur les éléments de preuve fournis par la Russie, je suis complètement mis de côté. Plus les nombreux témoignages de personnes qui parlent quand même de la présence d'avions de chasse ukrainiens dans le ciel à proximité immédiate du MH17 au moment où il a été abattu, je me dis que leur enquête, ça vaut pas un pet de lapin quand même. Hein. Oui. Parce que le problème, c'est que c'est pas un ou deux témoins isolés. Je rappelle qu'il y a quand même plus d'une quinzaine de personnes dispersées sur des dizaines de kilomètres qui ont rapporté la présence d'un ou plusieurs avions de chasse ukrainiens. J'en ai moi-même interrogé 4. J'en avais interrogé, donc on avait un monsieur que j'avais interrogé il y a 2 ans quand j'avais été à Grabovo avec Patrick Lancaster. L'année dernière, l'interview du commandant Somme qui est à Saour-Mogila, à des dizaines de kilomètres de là, et qui a vu effectivement un avion le bombarder, faire demi-tour près de la frontière et repartir vers la zone où le MH17 a été abattu peu de temps avant qu'il voit après la fumée noire monter depuis Grabovo. Et là, quand j'y suis retourné cette année, j'ai sur les près de 500 personnes qui étaient venues pour assister à la cérémonie commémorative, j'ai retrouvé 2 témoins de plus, une civile qui vit à Serditoye et un membre de la milice populaire de la RPD qui vit à Racipnoye, donc là où le cockpit du MH17 est tombé. Voilà. Bon, la femme, elle a accepté de parler, mais pas de donner son nom parce qu'elle avait peur. Bon, depuis l'enlèvement de Tsemar, je vous le dis tout de suite, j'avais un certain nombre de personnes qui devaient témoigner qui se sont rétractées parce qu'ils ont peur. Et donc, les méthodes du SBU, elles sont connues maintenant. Hein. Voilà. Donc cette femme, elle a parlé de plusieurs avions de chasse qui sont passés le 17 juillet 2014 au-dessus de sa maison en direction de l'endroit où le MH17 a été abattu. Et après que ces avions soient passés au-dessus de son village, une explosion s'est fait entendre dans la direction vers laquelle il s'était dirigé. Le deuxième témoin, c'est un membre de la milice populaire de la RPD. Son surnom est Che Guevara. Le 17 juillet 2014, il était chez lui à Racipnoye sur le balcon. Et ce qu'il a raconté est intéressant à plus d'un titre. Parce qu'il a dit, en fait, il a observé donc le passage du MH17, même s'il était très haut, il l'entendait quand même. Et il dit, en fait, il a rappelé d'ailleurs que l'espace aérien était toujours ouvert. Malgré le conflit en cours, ce qui était quand même hallucinant. Il dit qu'il y en avait pas mal d'ailleurs, qui continuaient à passer au-dessus de cette zone. Il dit en fait ce jour-là, il était sur le balcon, il a entendu un claquement petit, pas très fort, assez haut, à haute altitude. Et puis quelques secondes plus tard, un claquement beaucoup plus fort d'un avion franchissant le mur du son qui partait. Et il a vu l'avion en train de partir. Il dit d'ailleurs qu'il connaît un tas de personnes qui ont aussi vu l'avion en personne à ce moment-là. Comme je dis, on a plus d'une quinzaine de témoins. L'avion de chasse est parti en passant au-dessus de notre village et après ça, environ 4 à 5 minutes après, les corps et les morceaux de l'avion ont commencé à tomber. Le cockpit est tombé dans le village au bout de sa rue et les corps tombaient un peu partout sur les toits des maisons et dans les cours et les jardins. Bon, lui, il a considéré que c'était un Sukhoi 25. Bon, faut dire que pendant tout le mois de juillet, surtout c'était les Sukhoi 25 effectivement qui bombardaient, parce que c'est des avions qui sont faits pour ça, ils sont pas faits pour... C'est des avions de chasse au sol, c'est voilà. Des destructeurs de chars, des choses comme ça. Donc c'est un avion qui est à basse altitude, ils peuvent pas être précis s'ils vont trop vite. Donc c'est pas des avions qui sont conçus pour faire Mach 2, c'est subsonique et puis voilà. C'est subsonique. Donc alors est-ce que c'est le fait qu'ils considèrent tous, à chaque fois qu'ils entendent un avion, parce qu'ils se faisaient bombarder par des Sukhoi, donc est-ce que pour eux avion militaire pour tous c'est un Sukhoi 25 parce que donc le Sukhoi 25 n'étant pas supersonique, le bang supersonique qu'il a entendu, soit c'est celui d'un autre avion militaire comme le MiG-29,
qui, je rappelle, est l'hypothèse qui avait été émise par certaines personnes enquêtant sur le dossier du MH17, disant que c'était pas un Sukhoi 25 mais un MiG-29 qui aurait attaqué le MH17, soit ça serait le bruit de l'explosion en plein ciel en fait du Boeing 777 quand il s'est disloqué, à laquelle avait assisté un autre témoin que j'avais interrogé il y a 2 ans. Avec Patrick Lancaster, et qui te disait que ça avait fait vraiment une explosion tellement puissante que le souffle de l'explosion, donc ça avait explosé dans le ciel, il était au sol, hein, il était sur une colline en train de garder ses vaches, il a été projeté. Ah oui, carrément, d'accord. Il était complètement projeté au sol, donc l'explosion était quand même énorme. Le MH17 ne volait bien sûr pas au niveau de Mach 1, mais je sais qu'il y avait des gens qui ont souligné que si on regardait les données radar au moment où il chute, comme il volait déjà à 900 km/h, en rajoutant donc ensuite la vitesse de chute libre, certains avaient émis l'hypothèse qu'en fait le MH17 aurait atteint la vitesse du son en fait quand il est tombé, une fois qu'il a eu été décapité, quand il a eu perdu son cockpit, ce qui aurait provoqué en fait la dislocation de l'avion. Parce qu'en fait, le choc du franchissement du mur du son, parce que ça produit une onde de choc, aurait disloqué complètement l'avion, qui n'étant plus entier, ne pouvait pas résister, et puis il n'était pas fait pour ça. Quand je dis un Boeing 777, c'est pas fait pour passer Mach 1. Hein. Donc, oui, c'est toujours subsonique également. Ça voyage à peu près 11 km, 11-12 km d'altitude. Hein, donc c'est pour ça d'ailleurs que les systèmes anti-aériens de la milice de l'époque ne pouvaient pas les atteindre, on n'avait que des Igla et des Strela 10. Voilà. Au-dessus de 6000 mètres, on ne pouvait pas atteindre. Donc, voilà. Bon, après, l'autre possibilité, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas eu non un, mais plusieurs avions, puisque la date de Serditoye te dit qu'il y avait plusieurs avions qui sont passés au-dessus de son village. Donc il est possible que ce que Che Guevara a entendu, ce soit le bang supersonique d'un des 2 avions et qu'il ait vu partir le deuxième. Oui. Voilà. Puisque d'autres témoins, comme le commandant Somme que j'avais interrogé l'année dernière, te parlaient clairement d'un Sukhoi 25 clairement identifiable comme tel. Donc il y avait de toute façon un Sukhoi 25 dans le ciel ce jour-là. Oui. Ça c'est sûr. Après, il y avait certainement d'autres choses. Hein, comme on l'avait déjà souligné il y a quelques temps de cela. Sur base de certains documents qui auraient fuité du SBU et du ministère de la Défense ukrainien. Voilà. Cette présence d'au moins un avion de chasse ukrainien est d'ailleurs confirmée par plusieurs témoignages présents dans le documentaire de Bonanza Media, donc MH17 Appel à la justice, qui est sorti le 17 en version anglaise, hein, puis comme je vous le disais, la version française devrait arriver sous peu. Mais bon, comme on peut le voir, l'exonération judiciaire que pratiquent les Pays-Bas envers l'Ukraine en refusant de la poursuivre pour ne pas avoir fermé son espace aérien et en refusant de tenir compte des témoignages sur la présence de ces avions de chasse ukrainiens dans le ciel à proximité du MH17, ça montre clairement qu'il y a un gros problème de partialité de l'équipe d'enquête quand même. Ah oui, c'est flagrant. Hein. Ouais. Voilà. Pour moi, il est temps qu'on arrête ces petits jeux géopolitiques russophobes débiles et que la vérité fasse jour, pour que justice soit rendue et que les familles des victimes puissent enfin faire leur deuil en sachant que les coupables sont punis. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que, entre autres les Pays-Bas, etc., font en sorte de les pousser vers, oui, c'est la Russie. Tu vois, on leur répète 1000 fois, tu vois, on leur fout ça dans la tête, à des gens qui sont dans un état psychologique fragilisé. Oui. C'est ce que dit d'ailleurs un des membres des familles des victimes dans le documentaire donc, de Max et de Yana. Il dit, oui, quand tu es dans cet état-là, que tu as perdu des proches, t'es fragilisé et donc on va te pousser, tu vas être poussé naturellement dans cette direction-là parce qu'on te le martèle. Et mais lui dit mais moi je veux pas être poussé dans quelque direction que ce soit, je veux savoir la vérité. Mais c'est vrai que c'est un des rares parce que voilà, on leur martèle depuis 5 ans que c'est la Russie. Et ils veulent le croire parce que voilà, ils veulent un coupable. Ils veulent un coupable. Ils peuvent pas imaginer que c'est les gouvernants de leur propre pays. C'est forcément la Russie qui est diabolisée depuis des décennies pour tout et rien. Bien sûr. C'est voilà, la situation est idéale pour ceux qui veulent cacher c'est pour ça que le rapport que je suis en train de préparer sur les MH17 est aussi important. Il faut vraiment que les gens se défassent de tous ces biais qu'ils ont vis-à-vis de la Russie. Il faut arrêter, il faut prendre les faits de manière froide. Les gens commencent à comprendre qu'il y a le côté je dirais le camp occidental, ne serait-ce que d'abord à cause de cette affaire des armes de destruction massive en Irak en 2003, en Irak, où là on s'est rendu compte quand même que les États-Unis
avait menti, mais là c'était flagrant. Comment le fleuron des démocraties de la planète aurait pu mentir à ce point-là? Eh ben, vous voyez. Ah oui, non, mais ils ont menti et pas que pour l'Irak, je vais dire. L'histoire du golfe du Tonkin. C'est ça. Bien sûr, beaucoup de choses. C'est pas la première. Donc, je dirais pour ceux qui croient que non, quand même, aller abattre un avion, allez chercher Opération Northwood C'est ça. sur Internet. C'est très bien documenté. C'est un truc auquel Kennedy s'était opposé. C'était justement le fait d'abattre un avion et d'accuser, à l'époque c'était accuser Cuba d'en être responsable pour justifier une attaque contre Cuba. Oui, mais faut pas oublier non plus la destruction d'un avion civil iranien par un bateau par les États-Unis, qui dans ne le sont Golfe. jamais excusés pour ça. C'est ça. Et je rappelle qu'en 2001, l'Ukraine a abattu par accident lors d'un exercice de S-200 un avion civil de la Siberian Airlines, non loin de la Crimée. Ouais. Et que s'ils ont indemnisé les familles des victimes après pas mal de pression, ils ont toujours pas indemnisé la compagnie aérienne, qui est une compagnie aérienne russe. D'accord ? Donc à un moment, quand tu mets tout ça bout à bout, moi les histoires de oui mais non, l'Ukraine peut pas être un suspect, et mon cul sur la commode. Ils avaient des boucs, ils avaient des avions militaires qui volaient ce jour-là dans la zone. Donc au nom de quoi est-ce que l'Ukraine pourrait pas être considérée comme un suspect ? Je veux dire, ils avaient des boucs sur zone. Hein, ça a même été montré à la télé militaire ukrainienne. Ils avaient des avions de chasse qui volaient ce jour-là dans cette zone-là. On a plus d'une quinzaine de témoins différents. Je veux dire, là, je crois qu'on vient même d'atteindre la vingtaine avec les derniers que j'ai obtenus. Et ils ont un précédent post-effondrement de l'URSS, puisqu'en 2001, ils ont abattu cet avion de la Siberian Airlines. Accident, mais ils l'ont abattu. Et leur faire admettre leur culpabilité, ça a été très dur, hein. Ils ont été dans le déni pendant, même devant l'épreuve, même les Américains avaient sorti à l'époque les données de leur système de détection de lancement de missiles, qui ont dit, si, c'est votre machin qui a pété un plomb, quoi. C'est-à-dire, en fait, il devait acquérir une cible qui après, était détruite par un autre, et donc le missile devait s'autodétruire, et il l'a pas fait, il a continué sa course, et il est tombé sur cet avion de la Siberian Airlines. Voilà. Donc, je veux dire, à un moment, ils ont un précédent d'avoir déjà abattu un avion et d'avoir été dans le déni le plus total de leur responsabilité. Donc, aller dire qu'ils sont pas suspects, non, désolé. Non. Ils ne savaient pas faire partie de l'équipe d'enquête. Comme je l'ai dit, d'un point de vue légal, ça invalide totalement l'enquête officielle. Hein. Rien que ça. Et puisqu'on parle de justice, j'avais parlé il y a déjà il y a 2 ans en arrière de l'histoire du meurtre d'Andrea Rocchelli, donc qui était un photographe italien, qui avait été tué près de Slaviansk en 2014. On avait pu interviewer 2 commandants du bataillon Vostok, qui étaient ceux qui avaient récupéré les corps d'Andrea Rocchelli et de son interprète, Andrei Mironov. Il y avait eu un 3e, un Français, William Roguelon, qui était photographe aussi, qui était avec eux, qui lui s'en est sorti blessé, mais qui s'en est sorti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'était dit encore un crime de guerre de l'armée ukrainienne qui passera à la trappe. Pas du tout. Pas du tout, puisque une cour italienne vient de condamner un ex-soldat de la garde nationale ukrainienne condamné pour ce meurtre en tant que complice, c'est-à-dire la cour a établi qu'en fait il avait aidé à corriger les tirs alors qu'il avait une vue parfaite sur l'endroit où se trouvaient les journalistes, qui étaient parfaitement identifiables comme tels. Donc la condamnation a eu lieu le 12 juillet de cette année, de 2019. La cour de Pavie a condamné Vitaly Markiv, un ancien membre de la garde nationale ukrainienne, à 24 ans de prison pour le meurtre de Andrea Rocchelli. Cette condamnation a déclenché pas mal de réactions complètement hystériques et délirantes, tant à Kiev que chez certains journalistes français, qui soutiennent indéfectiblement le gouvernement ukrainien post-Maïdan. Donc pour rappel, les faits ont eu lieu le 24 mai 2014 à Slaviansk, donc à l'époque Slaviansk est
encerclés quasiment encerclés par l'armée ukrainienne. Il y a des combats assez violents qui ont lieu là-bas. Andrea Rocchelli, photographe italien, se rend sur place avec son interprète Andrei Mironov et donc ce journaliste français William Roguelon. Ils se sont retrouvés pris sous les tirs de mortier de l'armée ukrainienne près de donc c'était dans une espèce de ravine au pied de la montagne Karachoun. Et donc l'armée ukrainienne était en haut, eux ils étaient en bas. Donc au niveau visibilité, on peut difficilement faire mieux. Voilà. Donc comme j'ai dit, Rocchelli et Mironov sont tués par les obus de mortier. Roguelon lui s'en sort, grièvement blessé, il arrive jusqu'à un hôpital d'où il indiquera que ses 2 camarades sont toujours là-bas. Donc comme je disais, en 2017, les commandants du bataillon de Vostok, Jora et Sokol ont raconté comment ils ont découvert les corps et les ont récupérés. Ça a été un truc assez épique. D'ailleurs, eux deux confirment ce que Roguelon disait, à savoir que l'armée ukrainienne visait délibérément les journalistes à l'époque. En plus, ils étaient facilement identifiables comme tels, qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de tir. Les 3 hommes étaient à découvert, portaient clairement des marques presse un peu partout, sur le dos, le ventre, le casque, ils étaient visibles de loin. Les diverses forces armées ukrainiennes qui étaient présentes sur la montagne Karachoun, donc il y avait un petit peu de tout. Il y avait armée régulière, garde nationale, bataillons spéciaux. Comme je le disais, ils avaient une vue parfaite sur l'endroit où ils se trouvaient les journalistes. Aller dire qu'ils ne savaient pas sur quoi ils tiraient. Puis comme je disais, à l'époque, on pensait qu'il y avait peu de chances que les coupables soient punis. Jusqu'au 30 juin 2017, ce jour-là, la police italienne arrête Vitali Markiv à l'aéroport de Bologne, où il vient d'atterrir. Parce qu'en fait, l'homme possède la double nationalité ukrainienne et italienne. D'accord. Il était revenu pour voir sa mère, qui habite dans la région de Bologne. Ce monsieur a fait partie de la garde nationale ukrainienne et il combattait à Slaviansk en mai 2014 dans la zone où le journaliste est mort. Donc la victime est italienne. Le gars qui est mêlé à tout ça a aussi la nationalité italienne. La justice italienne était en droit de se mêler, était compétente, elle pouvait s'occuper de cette affaire. Voilà. Donc il a été incarcéré pour complicité de meurtre contre Andrea Rocchelli. Et donc c'est ce procès qui s'est terminé le 12 juillet, 1 an après la première audience. Donc un an d'audience, t'imagines, c'est énorme. Alors que le procureur demandait 17 ans de prison, c'est-à-dire 8 ans de moins que le maximum, mais plus 1 an pour les graves blessures infligées à William Roguelon. Donc la justice italienne a tenu compte du fait qu'il y avait une 3e victime dans cette affaire. La juge, non, elle a décidé d'aller plus loin que la peine requise et elle a prononcé la peine maximale à l'encontre de Markiv, à savoir 24 ans de prison. La réaction de Markiv à cette sentence fut de déclarer qu'il était un patriote ukrainien et qu'il défendrait toujours l'Ukraine avant de crier gloire à l'Ukraine. Un cri auquel ont répondu ses soutiens ukrainiens dans la salle qui ont ajouté gloire aux héros. Je rappelle, ceci est le slogan des collaborateurs ukrainiens des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus, ses soutiens sont venus habillés en chemise brodée traditionnelle ukrainienne. On montrera une petite photo. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Non, je veux dire, tu peux être fier de ta culture, de ta tenue traditionnelle de ton pays, etc. C'est très bien. Voilà. Mais que tu viennes comme ça dans un tribunal pour l'afficher comme un étendard politique, en plus en balançant des slogans nazis, c'est du grand n'importe quoi. C'est un cerveau de poulet pour 10, puis c'est tout. Voilà, je veux dire, essayez d'imaginer un Français qui aurait un procès, je sais pas où, en Russie. Allez, imaginez un Français qui a un procès en Russie. Est-ce que vous imaginez ses soutiens venir en tenue traditionnelle alsacienne ou bretonne? Le juge, il comprendrait pas. Il y aurait un truc là. Non, il foutrait tout le monde dehors en leur disant vous êtes gentils, c'est pas le cirque ici. Ni un asile de fous. Je veux dire, ou des Allemands, t'imagines des Allemands venir soutenir un compatriote en tenue bavaroise traditionnelle? Non. Il n'y a qu'en Ukraine que tu vois des trucs comme ça. Je rappelle, un tribunal, c'est un lieu sérieux. C'est ni un cirque, ni une fête, ni un asile d'aliénés. Ni un festival folklorique. Voilà. On doit y venir dans une tenue correcte et appropriée. C'est pas parce que les autorités post-Maïdan ont fait de la scène politique ukrainienne un cirque qu'il faut exporter cette tendance déplorable à l'étranger. Je pense que c'est d'ailleurs des méthodes que la juge italienne semble pas avoir appréciées, parce que pour qu'elle lui foute 7 ans de plus que ce qui était demandé par le procureur, c'est que vraiment ils ont tout fait pour la foutre en colère, la juge.
y a peut-être un autre élément dont tu nous parleras juste après qui peut avoir forcé la dose. Oui. Je pense aussi qu'elle n'a pas trop aimé quand le 17 mai 2019, alors que Arsen Avakov, donc le ministre de l'Intérieur ukrainien, s'est déplacé pour venir témoigner en faveur du mec quand même. Pour dire à quel point quand même c'était très politique ce truc. Hein. Oui. Et là, d'un seul coup, l'avocat de Markiv se met à hurler comme un hystérique, déclenchant un pseudo-scandale. Résultat, évacuation de la salle. Hein, au moment où Arsen Avakov, donc qui venait témoigner en faveur de l'accusé, allait devoir être soumis aux questions de l'avocat des parties civiles et du procureur. Et que donc là, les contradictions dans ces petites déclarations risquaient d'éclater. Voilà. Donc là, le ministre ukrainien a été évacué par la police et l'avocat de la défense s'est fait recadrer par la juge, qui n'a pas du tout été impressionné par ces méthodes de bandits. Donc je pense qu'entre ça et puis les mecs qui se sont tous pointés entre une tenue traditionnelle et puis là, le gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, je pense que ça a conforté la juge dans l'idée qu'elle avait bien fait de lui foutre 24 ans à celui-là. Hein. Oui, il y a des chances, oui. Voilà, je pense que vous avez juste confirmé à cette juge qu'elle avait bien fait de mettre ce mec-là en tôle pour un petit moment. Voilà. Parce que bon, bien sûr, la presse et les autorités ukrainiennes hurlent au jugement inique, dénué de fondement, etc. Alors que ils te disent que le procureur a pas du tout étayé, enfin que le jugement a pas été étayé, alors que le procureur a bien étayé son accusation, entre autres grâce aux témoignages d'autres journalistes, dont celui de William Roguelon, qui est quand même survivant de cette attaque, mais aussi des preuves trouvées dans le téléphone et l'ordinateur de l'accusé, et qu'il a démontré les failles de la défense de Markiv. Ces dernières ont été résumées. C'est un résumé, hein, par le journaliste Alexandre Medinsky sur sa page Facebook. Je vous livre la traduction, c'est épique. Donc, avocat de la défense, l'accusé ne pouvait pas tirer sur le journaliste car il était sur une position depuis laquelle il ne pouvait rien voir. Le procureur lui répond, la photo venant de la clé USB de l'accusé montre une excellente vue de l'endroit où se trouvait Rokelly. Blanc dans ta gueule, ça c'est fait. Autre exemple, la défense sort que l'accusé n'était pas un sniper. Le procureur lui répond, il y a une photo de l'accusé avec une arme dotée d'un viseur de sniper d'élite. La défense lui répond, il a posé pour le buzz. Oui, il y a des arguments. Attends. Le procureur sort, nous avons intercepté des conversations de l'accusé dans lesquelles il prétend avoir tué des journalistes. Vous voulez les entendre ? Silence radio de la défense. Tu m'étonnes. Le procureur sort. L'accusé confesse adhérer à l'idéologie nazie, comme on peut le voir sur sa photo, avec un drapeau orné d'une svastika. La défense ose sortir. Il a trouvé ce drapeau chez les séparatistes et l'a accroché à son mur. Le procureur lui a répondu, vous êtes sérieux, là ? Les mensonges. C'est hallucinant. Jusqu'où ils sont capables d'aller pour... Non, mais je veux dire, non. Non, chez nous, quand ils chopent des drapeaux nazis chez les Ucrop, on s'en sert comme papier toilette, tu vois, enfin, comme paillasson, enfin, tu vois, il finit par terre et puis on marche tous dessus, enfin, tu vois, je veux dire, on l'accroche pas au mur, quoi. Non. Là, non. Le procureur a aussi pointé le fait que l'accusé a torturé des gens, comme on peut le voir sur des photos prises avec son téléphone. Donc, je veux dire, c'est comme avec le bataillon Tornado, tu vois, les mecs font des saloperies, ils se filment, ils se prennent en photo, puis après on vient de dire que c'est pas vrai. Les vidéos, c'est pas Hollywood qui les a produites, hein. Bien que. Surtout, voilà, depuis son trouvé sur son téléphone, c'est les originaux. Tu vois, je veux dire, là, t'as pas trop de doute sur l'origine du truc. Et là, l'avocat de la défense sort, c'est une blague, c'est son collègue, c'est une farce, un jeu. Le procureur demande nom et grade du collègue. Pas de réponse. Le procureur dit, l'accusé filme une personne attachée dans un coffre et jette un corps sans vie sur le bord de la route dans un fossé. La défense sort, c'était un séparatiste, un espion, mais il l'a jeté vivant. Probablement. Non, avec une défense comme ça, t'as même pas besoin de procureur, hein, je te dis. Oui. On voit que la défense est totalement incapable de contredire les preuves tangibles issues quand même du téléphone et de l'ordinateur même du prévenu. Et ça, c'est la rencontre des faits avec la propagande. En général, ça donne ce résultat-là. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a poussé Alexandre Medinsky à demander à Avakov, en conclusion de son post sur Facebook, s'il comptait réellement obtenir mieux en appel. Parce que, bien sûr, ils veulent se pourvoir en appel. Ah oui, ils y croient en plus.
Une seule fois la déculottée, ça suffit pas, faut remettre. D'accord. Là, c'est comme les chaudrons, hein. Ilovaïsk, Saor-Mogila, l'aéroport, ça vous a pas suffi, vous avez continué jusqu'à Debaltsebo. Oui. Bref. Devant cette débâcle judiciaire, bien sûr, les plus extrémistes hurlent à la main du Kremlin sur l'Italie, et certains, comme Dmytro Yarosh, vont jusqu'à appeler sur leur page Facebook à faire payer les Italiens pour ce crime de lèse-Ukraine post-Maïdan, en kidnappant des citoyens italiens en Ukraine, les accuser d'avoir combattu du côté de l'RPD et de l'RP, et de les condamner, des innocents, hein, à la prison à vie en représailles. Et Facebook laisse faire ça, il n'y a pas de censure. Ah, il n'y a pas de censure, ah bon sang. Alors là, par contre en France, hein, pour le moindre truc, tout de suite les pages sautent. Hein. Ah non mais Facebook, Twitter, là j'ai vu récemment, il y a une page qui dénonce les collusions des casques blancs avec les djihadistes. La page Twitter a sauté. Ah bah tiens. Le compte a été suspendu. Par contre, Dmytro Yarosh peut sortir ce que je vais vous traduire là. Ça reste sur Facebook, il n'y a pas de problème. Non, ça contrevient pas aux conditions générales de Facebook. Écoutez bien, puis préparez le sac à vomi, parce que c'est quand même épique. Voilà ce que Dmytro Yarosh a sorti sur son Facebook. J'en appelle aux officiers des forces de l'ordre et aux hommes d'affaires patriotes, en lien avec la décision de la Cour italienne indépendante, donc il met des guillemets, dans le dossier Vitali Markiv, je propose de mener une opération spéciale en pactant une dizaine d'Italiens, qui de temps en temps viennent nous voir en Ukraine. Je garantis l'aide de l'armée de volontaires ukrainiens. Tu sais, ceux dont j'ai parlé plus haut, là, qui sont fightés. Les néo-nazis, quoi, de toute façon. Hein, ouais. voilà. Oui. Nous les accuserons de participation au sein des forces armées illégales des RPD-RPL de meurtre de civils ukrainiens de 2014 à 2019 et nous les jugerons. Notre cour la plus objective, entre guillemets, les condamnera alors à la prison à vie. Le même schéma sera appliqué pour nos marins et prisonniers contre le pays agresseur, la Russie. Pourquoi est-ce que je m'adresse aux hommes d'affaires patriotes ? Parce que nos cours ukrainiennes sont aussi corrompues que les cours italiennes et sans grosse injection d'argent, elles ne marchent pas correctement. C'est pourquoi nous avons besoin de la participation des patriotes qui ont de l'argent. Mais sérieusement, la diplomatie ukrainienne devrait agir de manière plus résolue à la fois sur le front oriental et du côté occidental, et notre pays montrera finalement sa force au monde, car ce n'est qu'ainsi que nous ne serons pas les esclaves de la géopolitique. Liberté à notre frère d'armes Vitali Markiv, l'Ukraine avant tout. Une fois que vous aurez bien vomi dans le petit sac prévu pour. Déjà, la dernière phrase, elle est toute seule, elle est grandiose quand même. Hein. Remplacez l'Ukraine par Allemagne et mettez le tout en allemand. Deutschland über alles. C'est ça. En plus, vous ajoutez à ça la méthode proposée par Yarosh de kidnapper des Italiens pour les condamner alors qu'ils n'ont rien fait, contrairement à Markiv. Si après ça, vous venez me dire que l'Ukraine post-Maïdan n'est pas partie complètement en live et que c'est pas devenu un état fasciste, je sais pas ce qu'il vous faut. Parce que je rappelle que Dmytro Yarosh, c'est pas le pégu du coin. Ouais, c'est clair, oui. Il est quand même député à la Rada, le parlement ukrainien. Et là, il publie sur Facebook un appel à commettre des crimes publiquement. Personne au sein des autorités ou de la justice ukrainienne ne réagit ni ne le poursuit pour ça. Bon, qui nous dit mot consent. C'est ça. Dire, hein, sans parler des petits commentaires enthousiastes sur son post disant combien son post est génial, son plan est génial. Hein. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire ton plan est génial, mon gars. Ouais. Waouh. Toujours pas de réaction de Facebook. Non. Puis pas de réaction de la justice française d'ailleurs aussi. Parce que pendant que la justice italienne, elle fait son travail, la justice française, elle patauge toujours, étrangement, hein, parce qu'elle jugeait les coupables des graves blessures qu'a subi William Roguelon. Ce qui n'est pas très étonnant quand on voit le petit silence complice de Paris face aux violations quotidiennes du cessez-le-feu par Kiev dans le Donbass. Hein. Faudrait pas que la population française comprenne réellement la nature du régime ukrainien que Paris soutient et finance, ça ferait mauvais genre. D'afficher publiquement dans un tribunal que la France arme et soutient un pays dont les autorités appliquent à la lettre le manuel du parfait petit néo-nazi. Et puis, on aurait pu espérer que si la justice française fait pas son boulot, qu'au moins, dans un élan de corporatisme dont ils ont l'habitude, les journalistes français viendraient au moins soutenir leurs collègues grièvement blessés. William Roguelon. Bah non. Alors pour pas alourdir ce site rep et puis pour pas t'intéresser hurle encore une fois au harcèlement, je vais pas vous donner tout le détail ici. Je vous encourage à aller lire l'article complet dont on mettra le lien dans la description.
Oui, on a la preuve que t'es largement lu par les professionnels Et puis bon, vous allez voir la réaction, c'est quand même épique. Ce monsieur a fait un droit de réponse que j'ai commenté, que j'ai mis en commentaire de l'article en dessous. Donc l'article est un peu long, je suis désolée. Allez lire le dernier tiers si vous avez déjà regardé. Allez vraiment lire le dernier tiers, vous allez comprendre de quoi je parle. Puis allez lire le commentaire en dessous avec le droit de réponse de ce monsieur, puisque je réponds derrière. Pour votre information, ça continue après. Parce qu'il n'a pas du tout aimé que je commente son droit de réponse, ce qui est mon droit. Je vais dire, la presse française fait ça régulièrement quand ils estiment qu'un droit de réponse est complètement à côté de la plaque et que ça raconte pas du tout la vérité. Donc j'ai parfaitement le droit de commenter son droit de réponse, mais il n'a pas aimé, donc c'est parti dans une diatribe enflammée par email. Bon, ça s'est terminé par... j'ai mis ce monsieur chez Kemat bien comme il faut. Pareil, quand tu as des réactions complètement émotionnelles et hystériques face à des arguments factuels. c'est ça, absolument. Ça se casse un peu la gueule dans le truc. Autre preuve d'ailleurs de la dérive de l'Ukraine et des médias d'ailleurs, qu'ils soient français ou anglais ou autres. Je l'ai pas mis dans le site rep, mais donc allez voir le dernier article que j'avais fait sur l'arsenal qui a été trouvé chez des groupes néo-nazis italiens, que la presse occidentale nous a présenté comme ayant combattu du côté des séparatistes, alors que pas du tout, en fait c'était l'inverse, si tu lisais déjà le site de la police, et ce qui a été confirmé par Salvini, qui a expliqué qu'en fait cette enquête avait eu lieu parce qu'il a été menacé de mort par des Ukrainiens, et donc en cherchant à retracer d'où venaient ces menaces de mort, etc., la police italienne est tombée sur ces groupes de néo-nazis italiens qui ont combattu côté ukrainien, donc entre autres dans le régiment Azov et puis le Pravi Sector, si je dis pas de bêtises. Et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur cet arsenal qui comptait quand même un missile RR français. Ouais. Voilà. Donc, je vous encourage à lire tout ça. Donc, entre autres, le truc de Salvini, vous pouvez le trouver sur TASS en anglais, tass.com. Vous cherchez Salvini, threats Ukrainian, vous allez trouver l'article qui confirme ce que j'avais dit dans mon article à ce sujet sur Donbass Insider, à savoir que effectivement ces néo-nazis italiens sont bien liés à Kiev et pas du tout aux séparatistes du Donbass. Et ça vous montre que j'avais raison quand je disais déjà il y a 2-3 ans en arrière qu'à force de fermer les yeux sur ces mouvements néo-nazis en Ukraine, ça allait finir par devenir dangereux pour l'Europe. Voilà. Vous allez voir l'arsenal qui a été trouvé, plus les menaces de mort contre quand même ce qui est quand même le dirigeant italien, je vous avais dit qu'à force de fermer les yeux sur le développement du néonazisme en Ukraine, de les armer, de les financer, ça allait finir par péter à la gueule de l'Union européenne. Voilà. Trafic d'armes sur le territoire européen, symbole nazi, tout y est. Voilà. Il faut attendre quoi ? Qui mène un attentat contre un dirigeant européen ? Parce qu'il fait pas ce qu'ils veulent ? Parce qu'il est trop pro-russe à leurs yeux ? Voilà, je veux dire, voilà quoi ça mène de fermer les yeux sur ça. Et pourquoi c'est important ? C'est pas parce que ça se passe loin de là où vous habitez que c'est pas important. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, avec la mondialisation et le reste, il n'y a pas que les gens qui circulent, on voit que les armes aussi. Ouais. Parce que le missile RR, il a fait France-Qatar, sûrement Ukraine et Ukraine-Italie. Enfin, c'est magistral. Donc voilà, moi je vous dis, il faut s'intéresser à ce qui se passe en Ukraine, parce que comme vous le voyez, ça peut finir par atterrir aussi en Europe. Ça fait des métastases, ça part partout. Voilà, donc c'est important. Donc, je vous dis, surveillez Donbass Insider. D'ici quelques jours, je devrais avoir fini de faire tout le sous-titrage du documentaire de Bonanza Media. Donc, vous pouvez aller chercher le documentaire sur la chaîne YouTube de Bonanza Media. Vous cherchez donc Bonanza Media sur YouTube. Vous allez tomber sur le documentaire pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais. Pour les autres, d'ici quelques jours, je vous promets, la version française sera en ligne. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain site rep et je te souhaite une bonne soirée. Merci Christelle, merci encore pour ton site rep. Bonne soirée également. À samedi prochain. À bientôt. Au revoir. Bientôt.